bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, vous l'avez peut-être vu sur la scène de The Event ou bien sur YouTube dans le court-métrage Glacier. Il revisite les codes de la musique classique et la porte vers des publics nouveaux. Daniel Sicard est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche d'Emma Guessel ou comment l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est un 16 mars que Victor Hugo publié l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre, Notre-Dame de Paris. Les programmes, évidemment, seront ceux de français. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Vous connaissez Pokémon Go. Eh bien, nouvelle tendance Pokémon Sleep, un jeu pour mieux dormir. Elle vous racontera. Je vais essayer de m'endormir tout. Enfin bon, voilà. Et puis enfin, comme chaque semaine, Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste. Vous connaissez le dicton qui dort dîne. Eh bien, Sandra l'a revisité en qui dîne mal, dort mal. Conseil donc pour ne pas alourdir les nuits de vos enfants. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Daniel Sicard fait partie des 23 de 2023 de Combini, 23 jeunes talents qui, selon nos confrères, vont exploser en 2023. Il le doit cela à son talent et on le verra aussi à son travail, car il y insiste beaucoup, son travail de musicien. J'aurais pu dire de chef d'orchestre, mais cela aurait placé notre dialogue sous de mauvais auspices parce qu'il n'aime pas beaucoup cette appellation, il lui préfère celle de directeur artistique et musical. Cette distinction, il la doit aussi à son engagement pour la planète auprès de l'activiste Camille Etienne. Alors pour faire connaissance, extrait de Glacier, court-métrage qui vient de sortir. Le Curieux Orchestre et l'Orchestre de Nouveau Monde sont dirigés artistiquement et musicalement par Daniel Sicard. Vous connaissez l'histoire des neiges éternelles? Des immenses étendues blanches qui ne fondent jamais. Trop froid. Elles narguent l'inconstance des saisons. Elles sont perchées là, au sommet des glaciers, comme si on les avait oubliées. Mais quelques alpinistes aventureux viennent s'assurer que ce ne soit pas le cas. Suspendus pour observer l'histoire, ces géants de glace ont vu s'effondrer les empires, se déclencher les guerres, naître des révolutions et se créer des pays. Daniel Sicard, bonjour. Bonjour. Glacier, troisième volet d'une trilogie en fait. Exactement, ouais. La trilogie d'Avant l'orage, qui est un mouvement donc, engagé et artistique, qui est né pendant le confinement, avec effectivement Réveillons-nous, qui est une vidéo qui a parcouru le web. C'est la première énorme vidéo de Camille Etienne. Exactement, celle qu'il a Combien de propulsée vues? 15 millions 15 millions sur les réseaux sociaux, oui. Ouais. Ce après quoi, ils ont donc Solal et Camille, qui sont un duo, le duo artistique Avant l'orage, ont écrit 3 vidéos. Une sur les générations, une sur la désobéissance civile, et la dernière, qui est à ce jour la plus ambitieuse, Glacier, où le challenge un peu taré de ces deux jeunes gens, qui sont parmi mes meilleurs amis, jusque-là, jusqu'au moment où ils m'ont proposé ça, c'est d'emmener un orchestre, rien que ça, au pied d'un glacier. Et pourquoi l'orchestre? Parce que ça symbolise la grandeur, la majestuosité de la montagne, et à la fois un côté assez séculaire aussi, assez vieux, finalement. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dirigez artistiquement et musicalement? Musique que vous avez composée, ça fait de très belles images, on l'a vu. Là, je donne qu'un seul extrait. Vous pouvez le regarder, c'est gratuit, hein, c'est sur YouTube, c'est pas compliqué à trouver. Mais ça a aussi été un exploit technique. Alors, je vous avoue que le violoniste qui sommeille en moi a eu des engelures à voir les pauvres. Qu'est-ce que vous leur faites faire, quoi? Complètement. Parce qu'il faisait froid. Il faisait très froid, mais pas assez pour nous arrêter. Et je pense qu'en fait, on a été particulièrement accompagnés par la nature qui nous environnait, parce qu'en fait, il a fait le temps absolument idéal, c'est-à-dire pas trop froid, nuageux pour pas avoir trop de problèmes de soleil, etc. On a eu froid, ça c'est sûr et certain, mais pas de vent. Des conditions quand même qui nous ont permis de tourner, et ça c'est incroyable. Vous dites le making-of est aussi important que le film, parce qu'évidemment faire un film sur les glaciers, et on a parlé des glaciers récemment à l'occasion de la sortie du film Les Têtes Givrées, alors ça n'a rien à voir, hein, c'est une comédie, on en a parlé tout récellement dans la quotidienne, c'est sympa mais il ne faut pas tout abîmer, donc comment vous avez fait pour diminuer vous-même votre impact, l'impact du tournage? Alors le but c'était justement d'éprouver la nature et d'éviter par exemple de prendre la moindre montée mécanique ou des véhicules motorisés pour monter sur
sur le lieu de tournage. Alors évidemment, on a fait appel à une dameuse, mais qui était censée... C'est là que les violoncellistes ont adoré. Et alors, Vous avez des contrebassistes, ils ont adoré. pas vu. Oui, tout à fait, mais ils ont adoré parce que ils ont été, en fait, les instruments ont été portés par le club de ski de fond local, des enfants. Donc ça, il faut absolument voir le making. Je pense que c'est une des scènes qui m'émeut le plus dans ce making of, c'est les enfants qui, au lieu d'une séance classique, ont emmené nos instruments et les chaises sur le lieu de tournage. Daniel, pour constituer cet orchestre, pour convaincre ces jeunes musiciens, parce qu'ils ont tous quoi, moins de 25 ans, ils sont, c'est des professionnels, mais tout à fait. Moins de 25 ans. C'est facile, c'est compliqué, c'est un monde engagé, le monde des musiciens professionnels en musique classique. Je dirais que le monde en lui-même, non. Ouais. Mais par contre, je dirais qu'à l'échelle individuelle, on a beaucoup de prise de conscience, surtout chez les jeunes de mon âge. Je pense qu'on fait partie des premières générations, effectivement, à avoir une présence très forte de cette question-là, parfois même tétanisante. Donc il y a une demande en fait assez énorme de la part des musiciens et musiciennes de mettre leur art, leur passion, de faire quelque chose. Voilà, de les mettre au service d'eux pour se sentir moins extérieur à ce problème-là. Et puis aussi en général, enfin on dit que l'action ça permet de passer un petit peu outre justement la tétanie, et c'est le cas. Donc il y a une demande, mais le milieu en lui-même, effectivement, n'est pas le plus propice, n'est pas le plus fertile à la base. Vous avez eu beaucoup de refus pour faire l'orchestre? Quand même, ouais. Il y a des gens que ça intéresse pas, il y a des gens que ça intéresse. Après là, sur le tournage, il y a la présence de l'Orchestre du Nouveau Monde aussi, qui est un orchestre qui est pour le coup créé autour de cette question-là. Daniel Sicard, invité du Grand Oral. On se retrouve, si vous le voulez bien, juste après l'Anti-Sèche. On va parler à vous de votre parcours de directeur musical et artistique, et pas seulement de chef d'orchestre. Il n'aime pas le mot, mais il va nous expliquer pourquoi. Pour l'heure, Emma Guessel, Notre-Dame de Paris. Autre musique, Quasimodo, Esmeralda. C'est vrai, il y a un fil rouge musical, parce que ça a été transformé en comédie musicale. Emma, bonjour. Bonjour. C'est donc un 16 mars, mais en 1831, que Victor Hugo a publié pour la première fois un de ses chefs-d'œuvre, Notre-Dame de Paris. Et c'est l'occasion pour vous de revenir sur ce roman que les élèves croisent notamment au lycée. Oui, splendide roman où toute l'intrigue se déroule autour de la bohémienne Esmeralda, personnage principal féminin, qui rencontre et surtout qui fait chavirer le cœur de beaucoup d'hommes. Il y a le poète et ensuite truand Pierre Gringoire, il y a l'archidiacre de Notre-Dame, Claude Frollo, mais également Phébus, sa femme, Fleur de Lys, jalouse d'Esmeralda, et bien sûr, il y a le bossu et carillonneur de Notre-Dame, Quasimodo. Tous ces noms, on les connaît, même si on n'a pas lu le livre, tellement cette histoire et ces personnages sont entrés dans la culture populaire, ne serait-ce que par les nombreuses adaptations du roman. Il y a eu des films, des pièces de théâtre, et vous l'avez dit, bien sûr, au début de cette chronique, on pense bien sûr tout de suite à la comédie musicale qui a eu un succès immense en France dans les années 2000. Et dont vous allez nous chanter un extrait à la fin de cette chronique. On revient en arrière, nous sommes en 1800... Je préviens, je suis sympa, d'habitude je préviens pas, je dis chanter maintenant. On revient en arrière, on est en 1829 et la publication du roman a pris du retard. Oui, Hugo avait promis de livrer le roman cette année-là, mais les relations se dégradent avec son éditeur. En 1830, l'écrivain est par ailleurs pris par l'écriture de la pièce Hernani, dont je vous avais raconté la première chaotique, bien sûr, à Paris, avec ce conflit entre deux visions de la politique, les classiques, les romantiques. Quelques mois plus tard éclate la deuxième révolution française, les Trois Glorieuses, et Victor Hugo est obligé de mettre sa famille à l'abri, ce qui retarde encore un peu plus sa publication, enfin la publication du roman. Donc en fait, finalement, ce livre, il est écrit au dernier moment, dans l'urgence et sous la pression, en quelques mois seulement. Victor Hugo a 29 ans. Waouh. Ouais. Il gardait l'habitude de faire ses devoirs à la dernière minute. Ça n'a rien d'extraordinaire. Le livre paraît, on est donc en 1831. Au-delà de l'histoire, au-delà de l'intrigue, les critiques de l'époque, ils voient aussi comme une ode à l'édifice qui donne le nom au roman. Ah oui, certains critiques disent même que c'est le personnage principal du roman. C'est grâce au bâtiment Notre-Dame que l'on peut notamment définir ce roman comme étant un roman historique, puisqu'il reconstitue le Paris médiéval depuis la vue qu'offre la cathédrale. Et alors, moi, j'ai des souvenirs d'avoir étudié à la Sorbonne, et notamment, on nous insiste beaucoup sur la préface du roman, avec plusieurs éléments extrêmement importants pour l'analyse de Notre-Dame de Paris. Ça peut même vous faire une petite ouverture de dissert, ça, s'il y a des terminales qui nous regardent, sait-on jamais. Comme il y a les épreuves de spécialité lundi, on ne sait jamais. Alors, le premier élément, c'est l'inscription Ananké dans la préface. C'est du grec ancien et ça veut dire fatalité. Et en fait, le E de Ananké, le état en grec ancien, ça s'écrit comme un H en français. Et Victor Hugo aurait lu ce mot dans un coin obscur de Notre-Dame et en la visitant, et c'est ce qui lui aurait donné l'idée du roman. La fatalité, comme la fatalité de chaque destin des personnages du livre, H comme le état grec
mais pas que. Le chercheur Jean-Marc Auvat, qui a écrit une biographie sur Victor Hugo, analyse même la forme de la cathédrale, qui forme comme un H, le H de Victor Hugo. Donc c'est intéressant d'aller regarder ce qui peut se cacher sous le texte et dans les secrets de cette cathédrale. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième? Alors, le deuxième élément, c'est l'aspect politique du texte. Notre-Dame de Paris, c'est un roman politique parce que Victor Hugo y défend la conservation du patrimoine. Voici ce qu'il écrit dans la préface. Quant au décor, ce sera Notre-Dame. À l'époque, la cathédrale n'est plus que l'ombre d'elle-même, comme un vaisseau fantôme sur l'île de la Cité. L'édifice reste en l'état dans une France endettée et dépassée par d'autres urgences nationales. Va-t-elle finir comme d'autres monuments vendus puis rasés, car jugé vieillot et trop cher à entretenir? Question d'actualité. Donc, exactement. Donc c'est aussi un grand plaidoyer pour la conservation du patrimoine français. Et ça fonctionne puisque ça sensibilise l'opinion sur l'urgence à agir. Et en 1842, un peu plus de 10 ans après la sortie du livre, un concours est lancé pour rénover Notre-Dame. Et c'est l'architecte Viollet-le-Duc qui l'emporte et qui a restauré la cathédrale telle qu'on la connaît aujourd'hui, du moins. Avant telle qu'on la connaissait, voilà, de 2019. Jusqu'en 2019. Merci beaucoup, Emma. Merci. Oh là là, je pensais que vous vous alliez alliez le départ oublier. en tant que chef d'orchestre, que directeur musical. Attendez, parce que est-ce que je... Moi, je te le fais. C'est quoi? C'est j'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Bravo! Et il l'apprend avec le contre-champ. Merci beaucoup. Merci. Emma, merci. On se retrouve. Elle s'apprête à partir. Restez avec nous. On va se faire la récré ensemble. Je reste, vous inquiétez pas. Grand oral. On voulait recevoir le Daniel Sicard, musicien engagé à l'occasion de la sortie du film Glacier. On est aussi en pleine saison Parcoursup et le parcours de Daniel est extrêmement édifiant. Quand on vous dit qu'on peut toujours rebondir et changer d'orientation, vous allez voir, on ne vous ment pas. La rencontre avec la musique, elle a failli ne pas se concrétiser parce que les premiers pas, vous n'aimez pas le système. C'est pas la musique que vous n'aimez pas. Ah non, tout à fait. D'accord, vous adorez la musique. Ah oui, complètement. Mais le système, bof. Exactement. D'ailleurs, c'est très drôle qu'on chante Notre-Dame de Paris, parce que si je la connais, c'est parce que ça fait partie des CD qu'on avait absolument immanquables dans ma famille, qu'on entendait à peu près une fois par jour. Donc j'ai tout compris par cœur de manière impérative. Et en fait, moi j'ai une famille donc, de musiciens et musiciennes amateurs et amatrices, ce qui est beaucoup une grande de musique chance. tzigane, si j'ai bien lu. Exactement, de la musique tzigane, la musique improvisée, jouée, joyeuse, etc. Et l'arrivée dans l'institution du conservatoire, ça n'a pas du tout fonctionné, si bien que, en fait, moi, ça m'a quasiment dégoûté de la musique à 100%. Qu'est-ce qui vous dégoûte là? C'est les cours de... Parce que vous commencez avec un instrument, j'imagine. Le piano, tout à fait. Un instrument que j'adore pour le coup, très polyvalent, où on peut faire plein de choses, on peut jouer vite, on peut, enfin bref, tout ce que j'aimais. On peut accompagner, on peut être soliste, enfin bref. Mais un instrument particulièrement... comment dire sans dire trop de mal, mon professeur de piano au conservatoire. Non, alors m'a dit du mal. Ma professeure en école de musique était absolument formidable. Je vous passe le bonjour, c'était merveilleux. Je la fatiguais parce que je jouais tout 2 fois plus vite, par justement un peu esprit zigane et provocateur aussi. Et puis voilà, le piano, c'est un instrument qui se joue en solo, qui se joue un peu contre les autres, effectivement, dans la mesure où il y a très peu de place. Donc, on ne nous apprend pas à jouer avec, on nous apprend à jouer contre. Et c'est hyper compétitif. Et c'est beaucoup trop compétitif, à mon goût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis presque incapable de jouer à un jeu de société qui n'est pas coopératif. Alors ça, c'est très personnel, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la confrontation que moi, je n'ai pas facilement et j'ai pas envie d'avoir, cet esprit de compétition. Je le trouve... alors à la fois très positif et à la fois parfois délétère dans le monde. Ceci étant, les musiciens, d'ailleurs y compris ceux de votre orchestre, qui sont dans des grands orchestres, enfin votre orchestre est un grand orchestre, mais j'entends dans des orchestres permanents, si j'ai bien lu, comme l'Orchestre de Paris ou d'autres, c'est des musiciens qui dévorent de la partition en permanence et qui doivent avoir notamment des compétences techniques et de gestion du stress complètement dingues. Donc c'est pas non plus anormal que quand on est jeune, un peu comme les sportifs, il y a un surentraînement à ça, non ? Oui, totalement. Et je pense, honnêtement, sans remettre en question tout le système, qui a du positif, bien sûr. Simplement, moi, j'étais profondément incompatible avec ça. C'était pas votre truc, quoi. C'était pas du tout mon truc, pas ma vie. Et donc, vous arrêtez le conservatoire. La musique reste une présence dans votre vie, mais guère plus, jusqu'au jour où, sur le piano de la cafette
de votre lycée, un camarade à vous. Ouais, exactement. En fait, il y a eu pendant 6 mois, je crois, un piano installé dans la cafétéria. Et alors moi, je me remets au piano pour essayer d'apprendre tous les morceaux qui plaisaient aux filles globalement. Hein. On va pas se cacher de ça. Et puis, c'est un atout du pianiste et du guitariste sur le violoniste. Ça, je vous le dis. C'est un souvenir personnel, mais c'est pas grave. C'est pas drôle. On y va. Ouais. Et en fait, un voisin, quelqu'un qui habitait pas très loin de chez moi, était un pianiste qui à ce jour est pianiste soliste d'ailleurs, qui était extrêmement fort techniquement. Et qui jouait dans la cafétéria. Et puis je sentais que l'attention n'était pas du tout portée sur lui dans la mesure où c'était c'est un discours que les gens ne comprenaient pas. Vos camarades ne se rendaient pas compte, quoi. En somme. Oui, en plus. Ils n'étaient pas touchés. Voilà, pas touchés, pas atteints par cette musique-là. Et on se sentait extérieur, moi le premier, alors que j'étais censé avoir baigné dedans. Et puis moi, effectivement, j'arrive avec un Pirate des Caraïbes très, très frais. Et vous le massacrez, quoi. Je le massacre complètement. En français. Voilà, exactement. Très peu d'élégance. Uniquement, on va dire, une certaine forme de vigueur et de verve inventée sur le moment où j'avais juste envie de plaire aux gens. Et en fait, j'avais l'intégralité de la cafétéria qui était brassée autour du piano parce que c'est une musique qui parlait. Et je pense que c'était fait avec un esprit de camaraderie, enfin voilà. Et là, vous allez vous réconcilier avec la musique, mais la musique émotion, la musique effectivement qui permet de partager à la fois avec d'autres musiciens, avec le public, et vous allez reprendre des études de musique. Voilà, alors c'est pas à ce moment-là. Ouais, parce que d'abord vous faites commencé par le cinéma. C'est vrai. Et en fait, BTS audiovisuel, bac S, velléité d'école d'ingé. Plutôt. Ouais. Et puis la sensation en fait d'être heureux quand je créais des projets qui fédéraient des gens. Donc c'était à peu près la seule chose dont j'étais sûr, c'est-à-dire que c'était pas forcément ni la musique, ni le cinéma, ni la peinture, que sais-je. J'avais une fibre artistique, j'avais l'envie très tôt de faire des spectacles, ça c'est ma mère qui me le dit. Mais en tout cas, je pense que l'idée globale, c'était que j'avais, un fondamental, c'était fédérer des gens et créer un projet avec ces gens-là, les fédérer autour d'une idée. Et je pense que c'était un de mes talents principaux, et je pense que c'est toujours le cas, de bien m'entourer, en fait, de comprendre les enjeux d'un projet, d'avoir des idées et de créer des projets fédérateurs. Ouais. Daniel Sicard, on se retrouve juste après la récré. On prend des petites récré, nous, et Maguessel. Emma, rebonjour. Rebonjour. Et dans cette heure de la récré, vous nous parlez d'un nouveau jeu, c'est Pokémon Sleep. Donc moi, je me souviens du succès de Pokémon Go. Bah ouais. Ça va triompher pareil, hein. En tout cas, la Pokémon Company place beaucoup d'espoir en ce jeu qui sortira donc cet été. Alors, Pokémon Sleep, qu'est-ce que c'est ? Vous vous en doutez déjà que ça doit être un... Je vais y arriver. Ouais, je me doute déjà que c'est un petit rapport avec le sommeil. Parce qu'il y a Sleep. Ah oui, c'est Sleep SL 2EP, on aurait pu le préciser. Donc, c'est un jeu qu'on aura... Voilà, non, absolument. C'est Sleep, le sommeil. Donc un jeu qu'on aura sur son téléphone. Et le principe, il est simple. Plus on dort longtemps, plus notre score est élevé le matin en nous réveillant. Voilà. Donc ça nous incite à la panne d'oreiller. Voilà, c'est un peu ça. Alors en fait, il y a un tracker de sommeil dans l'application qui pourra analyser le sommeil des joueurs et fournir des statistiques. Et plus on dort, plus on a de nouveaux Pokémon. Donc il s'agit d'inciter les joueurs, et notamment les jeunes, à se coucher plus tôt et ainsi améliorer la qualité du sommeil. Et ils sont même allés plus loin. Ça, c'est pour les grands fans. Vous pourrez également acheter un Pokémon Go++. C'est un gadget en forme de Pokéball. Vous savez, le fameux Pokéball que l'on peut placer près de son oreiller. Et en prime, on a même la petite voix de Pikachu qui délivre des messages mignons quand il est l'heure de se réveiller ou de se coucher. Waouh. Voilà. On regarde ça en image ? Bah, on a des Allez, images. on regarde l'image. It's very simple to use it with Pokemon Sleep. Press the button when you are going to bed. Pikachu. And press that button once again when you wake up in the morning. Pikachu. Just like that, your sleep data has been measured. There's a Pikachu within your Pokemon Go++. Pika, Pika. It can sing you lullabies. Pika, Pika, Pikachu. Pika, Pika, Pikachu. Ah, cette fois, j'ai pas de deuxième. Je suis désolé, je n'ai pas la référence. Merci. Merci. Grand oral, Daniel Sicard. C'est ce qui s'appelle rattraper le temps perdu alors qu'il a interrompu ses études musicales. Il met les bouchées doubles quand il les reprend. Il crée un orchestre avant d'avoir 25 ans. C'est Daniel Sicard, invité du Grand Oral. Et l'orchestre, c'est l'Orchestre Curieux. Présentation.
Elsie Carr, vous dirigez. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on dise chef d'orchestre? Alors c'est très personnel, hein. Je pense qu'il y a C'est que dans aucun votre mal. carrière, ça a posé des problèmes, parce que moi, je suis patient, je fais attention, mais il y a des gens, ils vont dire chef d'orchestre quand même. Complètement, et j'arrive à admettre des fois qu'on m'appelle chef. La seule chose, c'est dans ce terme-là, pour moi, il y a pas mal de choses qui posent problème, effectivement, mais encore une fois, c'est assez personnel. Je pense que de la même manière que je disais que j'avais beaucoup de mal à être dans des dans la jeux de compète, société, ouais. voilà. Je crois que moi, je vois l'orchestre comme quelque chose d'assez horizontal. Si on a essayé d'ailleurs, et ça n'a pas toujours très bien marché, d'avoir un fonctionnement justement où chacun donne un peu son avis. Très démocratique, ouais. Bon, il se trouve que, alors là, on est beaucoup, mais en général, on est une quinzaine, mais c'est déjà énorme. Effectivement, il faut accompagner, il faut diriger. Mais moi, j'aime bien l'idée que c'est le chef qui accompagne les musiciens et pas l'inverse. Ouais. Et je crois que c'est trop difficile pour moi déjà parce que ça responsabilise, c'est-à-dire que le chef a tout à faire. Donc, c'est aussi un moyen de se protéger que de dire qu'on fait les choses ensemble. Ça responsabilise par contre les musiciens et musiciennes qui sont quand même experts et expertes de leur instrument et à qui on demande trop peu leur avis, je trouve. On doit tout leur dire, les coups d'archet. Bon, vous savez ça, du coup. Oui, mais il faut le dire pour les gens qui nous regardent, qui eux ne le savent Oui, pas. Mais alors, effectivement, on doit leur dire si tout on est très pousse, prévu on et comment on va respirer pour les cordes et comment Exactement. pour les vents, pardon. C'est ça. Et du coup, alors oui, évidemment, c'est bien de mettre tout le monde d'accord. Ça, c'est sûr que s'il y a 64 avis différents dans un Ça orchestre. fait pas un orchestre. Exactement. Mais il y a l'idée de faire le lien Ouais. et pas de donner une seule idée complètement, qui ait un côté trop manichéen et trop hiérarchique. Voilà, moi j'aime bien cette idée-là d'accompagner. Ouais. Alors moi, je ne me souviens plus de qui c'était, mais un chef qui disait un jour, de toute façon en orchestre, on n'a jamais raison seul contre tous les autres, et ça vaut pour le chef. Ouais, exactement. Voilà. Mais C'est vrai que tout à si fait. on se fait, voilà, il faut quand même se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, Voilà. mais aussi avec on est avec le obligé. chef. Vous aimez emmener la musique un peu partout. Mhm. Donc, sur un glacier, on l'a vu avec ce film que vous avez réalisé avec vos camarades de For Humans, mais aussi sur la scène de The Event. Ouais. Vous avez joué dans des ciné-concerts. Ouais. Vous allez continuer à le faire, je crois, dans pas longtemps, en juin. Il y a une date, j'ai vu. Alors, on va jouer à la Cigale Voilà. en juin. Ouais, alors c'est pas tout à fait un ciné-concert. Non. C'est un concert de musique de Mais film. c'est un concert de musique de film. Exactement. Mais bref, votre truc, c'est ça. Il faut que ce soit partageable avec le plus grand nombre de personnes possible. Exactement. Ouais. Je pense qu'il y a assez d'orchestres qui vont chercher le public qui, en général, est sensible à l'orchestre. Donc maintenant, pour moi, il manque d'orchestres, peut-être comme le nôtre, il y en a d'autres qui existent, qui vont vraiment s'adresser à un public extrêmement large et même aller chercher des publics qui, souvent, n'ont jamais écouté d'orchestre. C'est le cas, par exemple, du public du The Event, qui a dit en vous a fait majorité, un triomphe. qui a adoré. Ça, il y a des preuves sur YouTube. Hein. Complètement. Je pense vraiment que l'orchestre fascine et l'orchestre a tout pour fasciner et surtout est très d'actualité en fait. Même si c'est une vieille chose, dans le monde dans lequel on vit où il faut coopérer, c'est quand même un symbole C'est une d'unicité métaphore extraordinaire. magnifique. Ouais. Sauf qu'il est associé au monde du classique qui lui comporte quelques problèmes à mon sens et de désynchronisation avec le monde dans lequel on est. Ouais. Alors que l'entité orchestre, elle est splendide. Et elle porte un très beau message. Exactement. Vous intervenez dans les écoles, non? Orchestre à l'école, vous participez? Voilà. Alors moi je bosse sur Il y deux a les pôles. hôpitaux et l'école, c'est ça? Exactement. Alors, même au sein de l'éducation, Oui. il y a effectivement Orchestre à l'école, qui est un de nos partenaires favoris, avec lequel on essaye de... Dès qu'on a un projet, on essaye de l'imaginer en partenariat avec Orchestre à l'école pour essayer de faire participer des enfants. Alors, ça s'est pas beaucoup fait jusque-là, parce que c'est jamais aussi simple qu'on ne le pense. Non. Et à côté, moi, je m'occupe aussi d'un orchestre qui s'appelle Tempo, et qui est raffilié à Demos, qui est la partie... De la Philharmonie avec Exactement. Zaya Ziwani et Tout à fait. cette grande et belle aventure. Exactement. Vous êtes partout dans les endroits chouettes. Hein. Bah, c'est ça. Vous Qui restez ont du avec nous sens. parce qu'après avoir joué, et qui ont du sens, après avoir joué à Pokémon Sleep, on va savoir ce qu'il faut manger pour bien s'endormir, comme ça on gagne à Pokémon Sleep. C'est beaucoup Ça de marche. cohérence dans cette émission. Vous restez? Très bien. Super, Emma, merci beaucoup. Merci. Et donc, plateau repas, Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Plateau repas avec Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste. Demain, c'est la journée nationale du sommeil. Hein, donc, pas seulement pour gagner à Pokémon Sleep, mais aussi parce que c'est la journée nationale du sommeil. Vous allez nous parler du sommeil chez l'enfant et des aliments qui influencent ce sommeil. Déjà, c'est courant les problèmes de sommeil chez les enfants? Mine de rien, c'est 25 à 50% d'insomnie chez les enfants de moins de 5 ans Ah oui. et 25% pour les enfants un peu plus grands, donc c'est pas à négliger. Et on sait qu'un mauvais sommeil chez l'enfant, ça peut provoquer l'irritabilité, une somnolence pendant la journée, fatalement, des difficultés d'apprentissage scolaire et aussi un risque plus important de développer un surpoids. Alors il y a plusieurs facteurs qui vont influencer ce sommeil, si l'enfant est stressé, s'il digère mal et puis si les cycles de sommeil ne sont pas respectés
Et il y a plusieurs études qui ont démontré que ce qu'on mettait dans l'assiette pouvait influencer justement ce fameux sommeil. D'accord, donc on fait très attention au repas du soir. Est-ce qu'il y a des aliments élémentaires à éviter de consommer le soir? Oui, effectivement, le soir, si votre enfant a du mal à s'endormir, on va éviter de mettre trop de protéines, le bon steak haché le soir. Et pourquoi? Parce que c'est difficile à digérer, tout simplement. D'accord. Ça va perturber l'endormissement de l'enfant. Et d'ailleurs, soit dit en passant, de manière générale, on évite trop de viande chez l'enfant. Donc ça tombe bien, les deux conseils vont de pair. Et comme on évite aussi la viande pour la planète, tout le monde est content. Voilà, tout le monde est content. Là, Surtout on moi. est bon. Surtout. Voilà, tout le monde est content là sur le plateau au moins. Mais bon, au moins, on peut se faire une petite assiette de charcuterie à la place. Bien sûr que non. Donc tous les aliments gras, c'est pas forcément idéal pour s'endormir. Forcément, ça va être long à digérer aussi. Charcuterie, beurre, crème, la bonne tartiflette le soir, c'est pas forcément idéal si votre enfant a du mal à s'endormir. Alors heureusement, on peut se venger sur les desserts, le sucre. Oui, bien sûr que non. Et donc, tout ce qui est bonbons... C'est l'histoire de ma vie. Ah, oui, c'est ça. On s'entend très bien, c'est ce que j'aime. Son métier, ouais. Les bonbons, les sucreries, c'est pareil, c'est pas terrible, ça va un peu exciter l'enfant. Et puis, par contre, plus surprenant... Ça a beaucoup plu à toute l'équipe. Est-ce que ça vous parle, si je vous parle d'aubergine? Vous aimez les aubergines? Voilà. Eh bien, pas le soir. Eh bien, le soir, il faut savoir que l'aubergine contient de la nicotine, qui est un excitant. Alors, bien sûr, je vous rassure, il faut en manger 10 kilos pour avoir l'équivalent de 3 heures de tabagisme passif. Mais quand même, c'est mieux de favoriser ça le midi pour votre enfant. Et de ne pas la fumer, par ailleurs. On la mange normalement. À l'inverse, est-ce qu'il y a donc des aliments à privilégier le soir? Tout ce qu'on n'a pas dit. Donc, j'imagine que Tout ce qu'on n'a pas dit. les féculents... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pense Ouais. que les féculents, c'est un peu lourd le Oui, c'est soir. vrai. Et au contraire, il faut en mettre à votre enfant du riz, des pâtes, de la semoule, parce que justement, d'une, ça va le caler, et de deux, ça provoque une sécrétion de sérotonine, qui est l'hormone de la sérénité. Ça vaut aussi pour les adultes, d'ailleurs. Donc n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas prévu de faire un plat de pâtes ce soir, pensez à un petit dessert pratique, une semoule au lait, Riz au lait. un riz au lait, voilà. Ah, ça j'adore. Exactement. Vous voyez, quand vous voulez, on arrive à se mettre d'accord. Les fruits riches en vitamine C, il y a des bas, les oranges. Il paraît qu'il faut éviter le soir. Il y a des bars, on pense souvent que, Ouais. attention, tu vas pas dormir ce soir. Exactement. Si Ne tu bois pas un jus d'orange. Ne bois pas un jus d'orange. C'est faux, c'est une idée reçue D'accord. qui date d'il y a très très longtemps. Donc non. À la c'est poubelle. mauvais. Vous pouvez donner des oranges à votre enfant, il n'y a aucun problème. Le Une soir. ou deux astuces complémentaires de Sandra, les petits Eh oui. secrets de Sandra. Des petits secrets de Sandra. Alors, outre les rituels d'endormissement, on sait très bien que c'est important, un environnement propice au sommeil. Important que vos enfants soient écartés des écrans 1 heure avant le coucher. Il fallait quand même le répéter. Il est déconseillé de grignoter dans la soirée parce que du coup, votre enfant va être en train de digérer et ça fait monter la température du corps tout simplement et on s'endort moins bien. Et faites également ben oui. attention au fait que l'enfant ne boive pas trop avant d'aller dormir parce que pipi, il va se réveiller tout le temps. C'est pas idéal. Donc 1h30 à 2 heures avant la fin du repas, on évite qu'il boive de trop. Et On dîne à quelle heure d'ailleurs? Vous disiez 1h30. on dîne quand on a envie de dîner, du moment qu'on ne se couche pas tout de suite derrière. D'accord. Alors Et chez pas tout de l'enfant. suite, c'est quoi? 1h, 1h30? Voilà, 1 heure. Donc on dîne tôt quand même, hein. Voilà, oui, on Ok. dîne plutôt tôt puisqu'il ne faut pas que l'enfant se couche tard. Et bien sûr, si les problèmes de sommeil perdurent, vous consultez votre docteur. médecin. Effectivement. Eh ouais, Eh sinon vous avez des problèmes avec Sandra, et croyez-moi, Oui. c'est pas marrant. Ah non. Sandra, merci beaucoup pour tous Merci ces à vous. conseils. Daniel, merci de nous avoir accompagnés. On vous retrouve plaisir. sur Instagram. Le Curieux Orchestre, il est également retrouvé sur les réseaux sociaux. On vous donne également rendez-vous le 7 juin à la Cigale. Ce sera la John Williams and Hans Zimmer Odyssey. Tout à fait. John Williams et Hans Zimmer, immenses compositeurs parmi les plus grands de musique de film. Complètement. Pirates des Caraïbes, entre autres, les Spielberg, j'en passe et des meilleurs. Le court-métrage Glacier, on vous en a montré un tout petit extrait. Regardez-le en entier. Il a été co-réalisé par Camille Etienne, Solal Moisan et donc Daniel Sicard pour la partie orchestrale. Il est disponible sur YouTube. Et puis il y a le making-of du film, très émouvant, regarder, très absolument. drôle, à regarder aussi. Merci aussi à toute l'équipe de La Quotidienne, à Emma Razafin-Dralambeau pour le maquillage, pour la préparation de l'émission, à Marine Plantec, assistée en régie aujourd'hui par Dylan Colère, Thibaut Goury-Lafont pour le son, Angèle Jean-Girard pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Moi, un petit jus d'orange, 3 Pokémon Sleep et au dodo.